Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. On a tous entendu cette phrase, sur les t-shirts, dans les films, dans la bouche d'un ami bien intentionné après un échec cuisant. Elle est devenue un cliché, une sorte de pansement universel pour les blessures de l'âme. Mais si je te disais que 99% des gens l'interprètent de manière totalement erronée, et que cette mauvaise interprétation, loin de les aider, les détruit à petit feu. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir va changer votre vision de la force et de la résilience. Le point de douleur, reconnais-tu cette situation? Tu viens de subir un revers, une rupture, un licenciement, un projet qui s'effondre. Tu te sens mal, anxieux, triste, humilié, c'est normal. Ce sont des émotions humaines. Mais alors, la petite voix dans ta tête, nourrie par notre culture de la performance, se met à chuchoter. Sois fort, ne montre rien. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors, tu serres les dents, tu refoules tes émotions, tu te forces à passer à autre chose sans prendre le temps de comprendre. Tu te plonges dans le travail, le sport, n'importe quoi pour ne pas ressentir le vide. Le résultat, quelques mois plus tard, tu es épuisé. Cynique, anxieux. Le coup dur ne t'a pas rendu plus fort. Il t'a laissé avec une blessure infectée, cachée sous un masque de fausse résilience. Pourquoi cela se produit-il? Parce que nous confondons endurance et croissance. La théorie, l'origine de l'incompréhension. Cette phrase vient du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Et croyez-moi, Nietzsche n'était pas un coach de vie sur Instagram. C'était un esprit complexe qui explorait la souffrance non pas comme un obstacle à éviter, mais comme une matière première pour la création de soi. La phrase n'est pas une promesse, c'est une question, c'est un défi. Ce qui ne te tue pas te donne une opportunité de devenir plus fort. Mais l'opportunité peut être saisie ou gâchée. La psychologie moderne a un terme pour cela. La croissance post-traumatique, CPT. La CPT n'est pas automatique, c'est un processus actif. La souffrance est l'ingrédient, mais c'est toi le cuisinier. Le même événement peut mener à deux issues radicalement différentes. D'un côté, le trouble de stress post-traumatique, TSPT, où l'on reste coincé dans la douleur. De l'autre, la croissance post-traumatique, CPT, où l'on utilise la douleur pour reconstruire une vie plus riche de sens. La différence? Le traitement de l'information, pas l'endurance aveugle. Voyons deux exemples concrets. Voici Alex. Il est programmeur et vient d'être licencié. Sa première pensée, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Je dois trouver un nouveau job immédiatement. Il ignore son angoisse et sa colère, il envoie 100 CV par jour. Il ne dort plus, il boit trop de café. Il passe des entretiens en étant fatigué et désespéré. Ça se sent. Finalement, il accepte un poste moins bien payé dans une entreprise qui ne lui plaît pas, juste pour arrêter la spirale. Le traumatisme ne l'a pas rendu plus fort. Il l'a rendu plus craintif et moins confiant. Maintenant, voici Sophie, designer. Elle aussi vient d'être licenciée. Elle est dévastée. Mais au lieu de se jeter dans l'action, elle s'autorise à ressentir la douleur. Pendant une semaine, elle ne cherche pas de travail, elle réfléchit. Qu'est-ce que j'ai appris de ce poste? Quelles compétences me manquaient? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Elle réalise que son ancien poste ne la passionnait pas. Le licenciement est une douleur, mais aussi une libération. Elle utilise son temps libre pour se former à une nouvelle compétence qu'elle désirait apprendre depuis longtemps. Elle postule à moins d'offres, mais des offres plus ciblées. En entretien, elle est calme, honnête et passionnée. Elle trouve un meilleur poste, plus aligné avec ses valeurs. L'épreuve l'a transformée, car elle l'a utilisé comme un levier. Alex a enduré, Sophie a grandi. C'est ça, le secret du 1%. La force ne vient pas du choc, mais de la reconstruction consciente qui suit. Alors, comment faire pour passer du mode Alex au mode Sophie? Voici un algorithme en 3 étapes. Étape 1, l'acceptation. Arrête de te battre contre tes émotions. La douleur est un signal, pas une faiblesse. C'est ton corps qui te dit que quelque chose est cassé et a besoin d'attention. Au lieu de dire « je ne devrais pas me sentir comme ça », essaie « je remarque que je me sens rejeté, triste, en colère ». Tu ne te noies pas dans l'émotion, tu deviens un scientifique qui l'observe. Ça change tout. Étape 2, l'analyse. La crise est une source de données. Une fois l'émotion apaisée, pose-toi les bonnes questions, pas « pourquoi moi ?» qui est une question de victime. Mais qu'est-ce que cet événement m'apprend sur mes attentes, sur mes compétences, sur mes valeurs? Le but n'est pas de te blâmer, mais de trouver la leçon cachée dans le chaos. Étape 3. La reconstruction, crée un nouveau récit. Les humains fonctionnent par histoire. L'histoire que tu te racontes sur ton échec détermine ton futur. Tu peux te raconter l'histoire de la victime. J'ai été licencié, ma vie est finie. Tu peux te raconter l'histoire du héros. Ce licenciement a été le catalyseur qui m'a forcé à redéfinir ma carrière et à trouver un travail que j'aime vraiment. Ce n'est pas de la pensée positive toxique. C'est une réorientation consciente de ton agence personnelle. Acceptation, analyse, reconstruction. C'est le processus qui transforme le poison en remède. En conclusion, la phrase de Nietzsche n'est pas une invitation à devenir un roc insensible au coup. C'est une invitation à devenir comme l'eau qui, face à un obstacle, ne s'arrête pas, mais s'adapte, le contourne et continue son chemin, creusant un canyon au fil du temps. La véritable force n'est pas l'absence de blessures, c'est la sagesse acquise en les guérissant correctement. Le 1% ne subit pas passivement le destin. Il collabore avec lui. La prochaine fois que la vie te frappe, ne te contente pas de te relever en serrant les dents, arrête-toi, écoute, apprends, et deviens plus fort pour de vrai cette fois.